Un autre pan essentiel, c'est évidemment la mesure, la collecte des data et la manière dont on traite les données. À toi la parole. Merci. Moi, je voulais aussi m'associer à la démarche présentée par Damien, qui a permis de définir en fait des objectifs et une véritable feuille de route pour attraper cette performance. Virginie nous a montré la matérialité en fait de tous ces éléments. On est passé des actes à des éléments où on a bien vu ce changement de paradigme, en tout cas arriver, rentrer, pénétrer au sein de ces fonds. Et je sais, pour avoir échangé de nombreuses fois avec Virginie, tout ce travail important que cela impose, puisque Virginie rappelait aussi à un moment donné la nécessité de disposer d'une data qui soit de plus en plus fluide sur les fonds, pour que les fonds puissent travailler sur la performance, notamment ISR. Ce que j'ai moi noté, j'ai trouvé un peu 5 points en fait dans cette présentation de ce matin, où les 6 piliers sont bien caractérisés par Damien. J'ai apprécié également la nature en fait du secteur sur lequel on applique cela, c'est-à-dire que l'immobilier, on a une chance, c'est qu'on a une action possible et directement visible, puisque quand on gère un fonds FI en fait et que l'on suit ces indicateurs de performance, l'action et réaction en fait n'est pas immédiate. Quand on gère un fonds et un véhicule immobilier, qu'on détermine des actions avec des plans d'investissement, des plans de capex associés, on peut suivre et vérifier en fait la réaction par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés. J'ai également mesuré la nécessaire capitalisation de la connaissance, et peut-être aussi la fiabilisation des sources de data. Et je voudrais, pour finir, pratiquement, c'est surtout un sujet qui me paraît essentiel d'aborder ce matin, c'est de prévoir une ligne dans tous vos budgets qui permettent de financer ce travail de numérisation et de traitement, de collecte, de traitement, de publication en fait de toute la data. Parce qu'une des premières difficultés que l'on a quand on commence à travailler sur ces sujets, c'est qu'il faut collecter en fait cette data, et ça me permet de faire une introduction au sujet que je vais aborder avec vous. Notre métier, alors moi je ne suis pas comme Virginie, je ne vais pas vous dire, vous connaissez la foncière numérique, donc mon cher Christian, passe à la slide suivante. Juste très rapidement, on est une société effectivement assez jeune. On a à peine 4 ans d'existence et nous sommes effectivement un peu plus de 100, 110, 120 collaborateurs. Et nous nous intéressons avec une vision très particulière en fait sur ces métiers qui imposent une très bonne connaissance de l'informatique, des data scientists, mais aussi une connaissance du secteur immobilier. C'est la particularité un peu de notre société foncière numérique, c'est qu'on travaille pour des acteurs comme des fonds, comme des foncières, comme des SCPI, pour bâtir leurs infrastructures digitales et leur permettre justement de transformer digitalement tout leur immobilier. Alors on sait que cet immobilier aujourd'hui est encore peu digitalisé. On voit arriver des nouveaux actifs qui rentrent, c'est ce qu'on appelle le flux, mais ça représente moins de 2%, qui celui-ci donc commence à être valablement et largement digitalisé, mais les 98% de patrimoine construit, sur lequel en fait ces véhicules financiers travaillent et réfléchissent pour mettre en place des indicateurs, il faut néanmoins collecter une information. Et dans cette collecte d'informations, on a travaillé sur une réflexion assez simple, qui était de bâtir en fait une infrastructure commune, un socle commun de data qui puisse être partagé par l'ensemble des acteurs, puisque ça devient vertueux quand c'est partagé, ça permet d'être un peu mieux tenu à jour, ça permet d'être redistribué. Et l'élément qui m'interpelle toujours, d'ailleurs, quand on est dans cet immobilier et quand on regarde en fait tous les acteurs qui travaillent sur l'immobilier, l'élément qu'il manque dans tous les systèmes d'information que l'on suit, c'est l'immeuble. En fait, on a beaucoup de choses, mais on a tout sauf l'immeuble. En fait, on a les factures, on a les investissements, on a les budgets, on a les loyers,
on a les indices, on a les interventions, mais on n'a pas l'immeuble. Donc, on s'est mis à travailler sur ce sujet pour essayer de rendre possible cette transformation numérique. Tu peux avancer peut-être juste une slide. Et cette transformation numérique, en fait, on l'a faite dans le même sens, c'est d'essayer d'apporter de la performance par la mise à disposition de cette donnée. Et on a identifié 4 grands sujets qui matérialisent en fait l'évolution de la captation en fait de l'information et de la nécessaire captation de l'information. En fait, au début de nos histoires, on a cherché à faire de la performance financière. Pour faire de la performance financière, sans exagérer, mais je dirais avec une règle de 3, j'ai des investissements, j'ai des loyers, je calcule un rendement et j'arrive à traduire une performance financière. Alors, on rajoute un peu plus d'informations, mais on capte quelques centaines de données. Quand on veut apporter de la performance opérationnelle et commencer à travailler en fait sur l'actif et justement faire ressortir une optimisation, une efficacité, une productivité, on commence à rajouter des milliers de données. Et si on rentre dans la performance ESG, ISR, RSE, on va encore rajouter des milliers de données. Et aujourd'hui, on est confronté donc à une empreinte non pas seulement environnementale, mais une empreinte immobilière, et donc qui impose d'avoir une excellente connaissance de l'utilisation de son immobilier, donc de ses usages, et donc il faut aussi être en capacité de capter de l'information sur la façon dont on utilise en fait cet immobilier. Et là, on rajoute encore des milliers de données. On a fait juste un petit exercice sur un actif de 6600 mètres carrés. On collecte à peu près 344 000 données. Et là, on s'aperçoit que les tableaux Excel, effectivement, ont vite des limites et ne permettent pas de bâtir sereinement, en tout cas, tous ces socles de comparabilité pour essayer de vérifier que l'on respecte la performance, notamment sur le plan que l'on s'est fixé au niveau ISR. Tu peux avancer un tout petit peu. Et donc, on retrouve, quand on travaille avec les fonds immobiliers ou les foncières ou les SCPI, on retrouve souvent cette image de gauche où j'ai tendance à dire on a un plat de pâtes et ce plat de pâtes en fait nous connecte à beaucoup de tableaux Excel. Donc on a des tableaux Excel, on a surtout des tableaux Excel et on a quelques tableaux Excel en fait qui permettent d'alimenter des systèmes d'information et donc notre travail, puisque j'entendais que la nécessité en fait de disposer d'une data qui soit fluide, notre travail a été de rapprocher 3 formats ou 3 natures de données. On a des données qui sont évidentes, qui proviennent des systèmes d'information. C'est cette data dont on va pouvoir se connecter directement au système pour la capter. Mais on a également des documents. Un actif immobilier, c'est de 3 000 à 7 000 documents. Ces 3 000 à 7 000 documents, malheureusement, avec le temps, il y a plusieurs versions de ces documents. Donc, il faut connaître, savoir, disposer en fait des dernières versions. Donc, on a été en capacité en fait de collecter ces documents, de les lire automatiquement et d'être en capacité de les ranger et d'extraire les métadonnées de ces documents. On a également capté tout ce qui était plan et maquette, donc ce qui permet de corréler l'architecture et de la technique, donc avec des équipements et des installations, de la data et des documents, et de construire et de constituer ainsi ce que j'appelais en introduction une infrastructure digitale de l'immobilier, ou plus exactement ce qu'on appellera un master data. Et ce master data, on l'a structuré avec 3 grandes dimensions. Une première dimension qui est marché et territoire, puisqu'un immeuble est incarné dans un territoire. Une deuxième dimension qui va être descriptive, donc qui va être réglementaire, financière et juridique, et une troisième dimension qui va être architecturale et technique. À partir de là, réunissant ces 3 dimensions et les 3 natures de format, de documents, de data et de plans et de maquettes, on peut redistribuer en fait cette data vers les différents consommateurs de données qui vont à ce moment-là disposer d'une data qui va être fiabilisée. Tu peux peut-être avancer un tout petit peu. Voilà. Donc, on va fiabiliser ce master data et en fiabilisant ce master data, on va vérifier que l'information, les sources sont les bonnes, que la donnée qui circule est tout à fait cohérente, que l'on n'a pas plusieurs valeurs sur une donnée, par exemple les surfaces, pour ne prendre que ce petit élément de la surface où on a très souvent plusieurs
valeurs qui sont associées, donc c'est important de connaître la bonne. Et donc, à partir de là, notre travail, à nous, a été de mettre en dimension, autour de 6 axes de valeur et d'analyse, un axe financier, c'est-à-dire apporter des datas qui vont permettre de collecter une bonne connaissance sur les éléments financiers et économiques, occupation ou usage, donc comprendre un peu les usages de ces actifs, sur l'exploitation et la maintenance, qui va toucher effectivement la réhabilitation, qui va toucher les capex et les investissements nécessaires au bon entretien en fait de ces actifs immobiliers, sur le territoire, bien sûr, sur le marché et bien évidemment sur l'environnement. Autour de ces 6 axes, en fait, avec le temps, on a pu capter quelque chose comme à peu près 162 indicateurs. Donc, il y en a peut-être sans doute une centaine de trop, mais toujours est-il que ça permet, dans les échanges avec les utilisateurs et les consommateurs de ces datas, de retrouver des éléments qui vont être essentiels quand ils vont bâtir leur plan et les 6 piliers que nous présentait Damien tout à l'heure. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est que j'ai dit en introduction qu'une des difficultés que l'on avait aujourd'hui, c'était de disposer en fait d'un budget qui permette de transformer numériquement l'immobilier. Et je me bats sur cela depuis des années. En fait, transformer numériquement l'immobilier, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il faut aller collecter tous ces documents, les ranger, les fiabiliser, extraire les données importantes et intéressantes, numériser les plans, fabriquer des connecteurs pour se connecter au système d'information et ramener toute cette information, ramener tous ces éléments à un seul endroit pour pouvoir en disposer et travailler. Et ces investissements, ça représente, on va dire, quelques euros donc, de setup et d'investissement. La difficulté, c'est quand on a un patrimoine qui représente des millions de mètres carrés, les quelques euros font vite quelques millions d'investissements que l'on va impacter à un moment donné donc, auprès des associés ou des actionnaires ou de ceux qui veulent recevoir du rendement donc, par rapport à leurs fonds. Donc et une fois qu'on a capté cette donnée, on a la nécessité de la maintenir à jour et de continuer de la fiabiliser et de la rendre toujours disponible et partageable. Et donc, pour ça, il y a également un coût annuel. Donc, c'est ce coût d'investissement plus ce coût annuel, enfin, on va dire des CAPEX et des OPEX, que l'on peut d'ailleurs parfaitement OPEXiser et amortir sur une dizaine d'années. Les commissaires aux comptes, aujourd'hui, acceptent en fait que l'investissement fait pour numériser un actif apporte de la valeur liquidative en fait au bien, et un bien qui a été numérisé, on peut admettre qu'il a plus de valeur qu'un bien qui n'est pas numérisé, dont on a une faible connaissance sur cet actif. Donc aujourd'hui, on est en train d'admettre que cette valeur existe et qu'elle peut être associée en fait à l'actif. Reste après le coût d'entretien pour fiabiliser ces éléments dans le temps. Eh bien, nous avons travaillé sur l'augmentation de la productivité interne, où on sait que de disposer à un seul endroit une information juste, on gagne en productivité d'une manière certaine. Mais on a également travaillé sur les OPEX et les CAPEX. C'est une réelle difficulté dans l'immobilier. J'ai souvent entendu cette formule, on cherche un loyer triple net. Et quand on parle de triple net, on parle net des charges, net des investissements et net des taxes. Et pour être net des charges, net des investissements et net des taxes, charges, investissements et taxes, c'est la partie pas la plus importante de l'immobilier. On est dans des immobiliers qui coûtent aux environs de 10 000 euros donc en investissement le mètre carré, et on parle d'éléments au mètre carré qui coûtent entre 50 et 70 euros par an au mètre carré quand on rajoute justement les charges, les investissements et les taxes. Et donc, notre travail à nous a été d'optimiser en fait ces OPEX et ces CAPEX. Et nous avons développé ce qu'on a appelé une calculette, ce module s'appelle Count, et il permet de bâtir des modèles prédictifs
et donc d'aider justement tous les analystes financiers qui bossent sur les BP, qui font des prévisions justement pour être plus performants sur les ISR et les ESG, eh bien de leur calculer le plus automatiquement possible tous les coûts d'OPEX et de CAPEX et de fiscalité associés à un actif. Et là, ça devient très intéressant puisqu'on dispose des bons quantitatifs, on détient donc les bonnes valeurs économiques, on a les moyens par des outils justement d'IA de pouvoir faire ces modèles prédictifs et d'avoir des valeurs d'ailleurs qui peuvent aller jusqu'à 35 ans sur un bien pour faire ces prévisions de modélisation. Et ça peut considérablement aider tout le travail de réalisation que l'on va faire quand on bâtit son plan d'action au niveau ISR. Et si on fait cette réalisation, comme on est en capacité de faire des achats mutualisés et programmables, on va être en capacité d'économiser en fait des coûts au niveau de ses charges, de ses investissements et de ses taxes. Et si on fait des économies, en fait, le coût de maintien à jour de la data dans les systèmes est inférieur à ces économies, et c'est ce qui permet en fait de liquider le coût de cette transformation numérique à l'intérieur des charges dans un modèle qui soit un modèle vertueux. Voilà ce que je pouvais dire rapidement en fait sur cette transformation numérique et de répondre maintenant éventuellement à vos questions si vous avez des questions sur cette partie de transformation numérique en fait de l'immobilier. Alors, merci beaucoup Michel, c'est très clair. Alors, j'ai envie de dire, dans la réalité des organismes que tu rencontres, des investisseurs notamment, ou des sociétés de gestion, des foncières, je dirais, la mise en place d'un système complet, ça peut coûter combien quand même? Alors, même si après on le lisse, hein, évidemment. Bien sûr, la question est essentielle. Tu parles de coûts. Et oui. Moi, j'ai envie de parler de budget. C'est une des difficultés à laquelle on a été confronté il y a 4 ans quand on montait notre entreprise. En fait, notre démarche est transverse et elle permet d'attraper la totalité des datas. Elle a comme avantage évident, c'est qu'elle fabrique un seul setup. C'est-à-dire que, compte tenu que l'on a créé un seul master data, on a un seul setup qui collecte la totalité des données d'un actif immobilier. Ensuite, on sait qu'il y a des consommateurs qui vont travailler sur l'énergie, d'autres qui vont travailler sur le réglementaire, d'autres qui vont travailler sur la fiscalité. À ce moment-là, c'est des verticales. Et ces verticales peuvent se plugger justement sur cette transversale. Et l'avantage d'avoir fait un seul setup, eh bien, c'est que d'abord, il va être beaucoup plus juste, il va être beaucoup plus fiabilisé et le fait qu'il soit partagé, donc il va avoir une économie dans les investissements que l'on va réaliser au départ. Alors, combien doit-on investir au mètre carré en fait, pour transformer numériquement un actif existant? En fait, pour transformer un actif existant où on collecte des documents, on met des connecteurs avec les systèmes d'information et on numérise les plans en fait, pour ce que l'on a comme plan. Parce que parfois, aujourd'hui, on commence à avoir quasiment tout le temps des plans numériques. Donc, il faut juste les reprendre et les remettre dans un langage qui soit interprétable. On dépense approximativement 3 € en investissement, entre 3 et 4 € en investissement. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de 30 centimes d'euros par an et par mètre carré amorti sur 10 ans. Donc, ces 30 centimes d'euros sont absolument nécessaires pour permettre à Damien et Virginie de bâtir un socle qui soit un socle opposable sur lequel on dispose d'une donnée qui soit véritablement définie et fiable et qui pourra ainsi être facilement partageable. Merci Michel. Damien, Virginie, j'aimerais avoir votre avis sur cette question assez fondamentale de la gestion de la donnée, de à la fois la collecte et la fiabilisation et l'utilisation. Damien, peut-être? Virginie d'abord, peut-être, non? Comme tu veux. Pardon, je passe mon micro. On en rêve. C'est la solution idéale. On en parle. On en parle beaucoup d'ailleurs.
Enfin, on l'a réalisé sur des gros sites. Juste une information, pardon Virginie, je te redonne la parole. Nous sommes présents dans un secteur qui s'appelle le logement social. Et dans le logement social, nous sommes numéro 1 dans le logement social. Et on a numérisé quelque chose comme 1,1, 1,2 million de logements sociaux. Et juste pour information, le secteur du logement social est un secteur qui est très processé, très numérisé, qui, à mon avis, est prêt en fait à se transformer et à réfléchir à tous ces indicateurs. Pardon, Virginie, je te redonne. Non, ce qui est évident et ce que je retiens, moi, c'est que le système de données dans lequel vont venir s'agréger les données est nécessairement à 360 degrés, c'est-à-dire que en fait, l'ISR étant très large et de toute façon s'inscrit dans un processus global qui fait quand on touche souvent à, par exemple, quand on touche au CAPEX, évidemment, ça va avoir des répercussions sur le rendement financier, ça peut avoir des répercussions quand on touche à l'ISR sur le réglementaire. Et arriver à agréger tout ça au sein d'une même base de données, c'est absolument essentiel. La question après de qui nourrit cette base de données est aussi complexe. Avoir un langage commun pour qu'on comprenne bien la même chose, que ceux qui nourrissent la base de données et ceux qui vont l'exploiter après comprennent bien la façon dont on l'a rentrée. Ce sont des sujets essentiels. On y travaille à la française, on a développé un modèle interne qui a certainement ses limites, mais c'est un processus, j'allais dire, de progression comme l'ESG continue. C'est pour ça qu'on fait un master data d'ailleurs. C'est dans cet esprit-là, c'est de permettre justement à nos clients de s'approprier leur master data. Et nous, on constate que depuis 40 ans, en fait, ils ont eu quelques difficultés à gérer ces datas. Donc, on ne pense pas que demain matin, ils vont pouvoir véritablement gérer ces datas. Et on pense qu'un acteur externe, dont l'activité première, c'est de faire que les datas soient justement à jour et d'une véritable utilité. Damien ? Un complément peut-être, oui, sur le… Alors, je vais distinguer la donnée et le système. Sur la donnée, je l'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à expliquer une performance, il faut savoir l'expliquer. Il faut savoir expliquer les variations, il faut savoir justifier, en fait. Et d'autant plus, alors, parce que là, on est dans le cadre d'une mesure de performance dans le cadre d'un label, mais cette performance peut être associée aussi à des objectifs financiers, à des prêts verts. Enfin, il peut y avoir des choses qui ont un impact financier fort et donc ou des impacts réputationnels, etc. Donc, ma conviction personnelle, c'est qu'on va très vite mettre en place des audits de données, ça me paraît évident, et que probablement, on va se diriger vers des systèmes ISO, enfin des systèmes de management de data, pour que les indicateurs soient robustes et ils soient auditables. Ça, c'est le premier sujet. Sur la numérisation, la difficulté, je crois, c'est que vous êtes tous dans des situations différentes. C'est-à-dire que personne n'a rien fait. Chacun a mis un petit bout de quelque chose, que ce soit pour gérer son asset, sa gestion locative, ses données techniques, etc., etc. Donc, on n'a pas de situation comparable. Et à chaque fois qu'on regarde comment on pourrait industrialiser ça, il faut absolument tenir compte de l'existant. Et il y a énormément de solutions qui existent aujourd'hui et qui sont toutes assez différentes en termes de périmètre couvert, de coûts, etc. Et le vrai sujet, c'est de se poser la question de combien j'ai d'outils aujourd'hui, qu'est-ce que je veux garder et c'est quoi ma cible pour pouvoir trouver la bonne solution qui permette de numériser un maximum de choses et d'automatiser, sachant que ça me paraît absolument fondamental. On ne peut pas être dans un travail collaboratif avec des fichiers Excel qui sont sur un serveur, ça je l'ai déjà dit. Ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on s'est, nous, intéressés et qu'on parle, on utilise un mot qui est important, qui est le mot infrastructure digitale immobilière. Et en fait, la notion d'infrastructure digitale immobilière, c'est d'essayer de trouver le plus grand dénominateur commun et de respecter justement les différents outils et systèmes et sous-systèmes qu'une foncière ou qu'une société de gestion a déjà mis en œuvre. Il est évident que quand on arrive chez un client, il a déjà facturé des loyers. Donc, il a un système de gestion locative qui est en place avec beaucoup d'informations déjà qui circulent sur ce système de gestion locative. Ma remarque introductive que je faisais, je partais d'un constat, c'est que tous les systèmes qui sont en place aujourd'hui, qui ont été mis en œuvre, rares sont ceux qui disposent d'une information sur l'immeuble. C'est surréaliste. Mais on parle que d'immobilier. La seule chose que l'on n'a pas dans les systèmes, c'est l'immeuble.
C'est-à-dire qu'on n'a pas les équipements, la nature, les matériaux, l'âge des installations, la façon dont on les gère, la maintenance. Donc, parce que tout ça, c'était confié en fait au property manager qui gère en fait cette partie-là, et c'est lui qui publie des données pour permettre de faire les plans CAPEX et de permettre de fabriquer les budgets annuels d'OPEX, de charges chaque année. Et donc, ces éléments sont remontés par le property manager, et le property manager a sa propre langue. Et quand il doit discuter avec l'asset manager qui est en face, qui maintenant va avoir l'obligation de collecter une donnée pour pouvoir remplir ses tableaux ISR et sortir tous ces comparables, ah là, il y a un petit problème d'adaptabilité en fait de l'information et de la donnée, de savoir si on a la bonne granulométrie. Et quand on parle en fait de tel sujet, est-ce qu'on parle de l'installation ou est-ce qu'on parle de l'équipement? Est-ce qu'on a ces caractéristiques? Enfin, c'est des sujets que l'on est en train d'aborder d'ailleurs dans une autre instance. Je me permets de le souligner parce que je trouve ça tout à fait remarquable. Les property managers se sont associés dans une association qui s'appelle APROMA, et APROMA a lancé un grand travail d'interopérabilité entre tous les property managers, pour que les property managers puissent parler la même langue, un peu comme Fidji l'avait lancé à un moment donné sur la qualification des référentiels financiers. Eh bien, on retrouve l'APROMA qui veut travailler et mettre à disposition aux asset managers en fait des formats qui soient exploitables par tous les asset managers. Et là, on s'aperçoit que justement, de fabriquer une infrastructure numérique immobilière apporte, par sa transversalité, une première vraie réponse à cette nécessité. Je pense que c'est absolument essentiel. Sur un autre point, avez-vous constaté une augmentation du montant des dépenses de votre plan CAPEX? Virginie? Alors, comme je vous l'ai dit, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on intègre ces CAPEX durables dans le BP de l'actif. Donc, finalement, c'est une question de à quoi j'alloue finalement mes CAPEX. Est-ce que je mets l'ESG plus en avant? Est-ce que je mets plus l'accent sur la partie consommation énergétique, environnementale, ou plutôt sur l'action servicielle du bâtiment, ou sur l'accent, j'allais dire, plus accueil du bâtiment. Donc, pour faire court, non, mais on a alloué différemment nos CAPEX. On a décidé de séquencer les choses dans le temps. Avec cette année, encore une fois, on a mis beaucoup l'accent sur la collecte des données énergétiques, sur les énergies renouvelables, sur la connectivité, c'est-à-dire les Wi-Fi, installer un Wi-Fi performant dans les parties communes, sur les bornes de charge pour véhicules électriques. Donc, ça veut dire en creux que on a moins traité le reste. Et sur notre fonds qui est labellisé et donc sur lequel on a un recul d'1 an, on a distribué le même rendement à nos investisseurs, et nos CAPEX étaient ISO par rapport à l'année précédente. Alors, même si c'est une année un peu particulière parce qu'on était en plein Covid, etc. Je dirais encore une fois, nos CAPEX n'augmentent pas forcément, mais on alloue nos efforts, on alloue nos budgets un peu différemment. Damien? Ouais, juste un complément pour dire que c'est un autre exemple de nécessité d'intégrer fortement la démarche ISR dans les processus actuels. C'est-à-dire que typiquement, il ne faut pas décorréler les plans d'action qui sont faits suite à une évaluation ESG du plan pluriannuel de travaux. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a beaucoup d'intelligence à faire converger les deux, quitte à se dire que, et là c'est un des problèmes aussi, un petit peu de perception du label ISR, tout le monde est focalisé sur ces 3 années, parce qu'on est sur des cycles triennaux. Je vous rappelle que vous gérez les actifs à beaucoup plus que 3 ans, et donc il ne faut pas hésiter à dire qu'une action sera faite dans 5 ans, si c'est ça qui était prévu, et si c'est ça qui permet de faire évoluer la note, ce n'est pas grave en soi. L'intelligence, c'est vraiment d'utiliser l'existant pour essayer de maximiser le levier, notamment sur l'ESG. Voilà, donc je ne veux pas dire que ça ne coûte rien, c'est simplement qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà prévues, qui ont un impact ESG, et donc il faut le faire rentrer dans l'existant. À côté de ça, voilà, il y a aussi des sujets à trouver, et peut-être que l'ISR a une autre approche également, qui est qu'on ne raisonne pas forcément. Il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas à l'actif, mais qui sont de façon transverse, ce qui permet d'avoir des coûts marginaux inférieurs.
Et c'est fondamental ce que rappelle Damien dans les projets en fait, de tout ce que nous avons déployé. Aujourd'hui, on a une calculette qui permet automatiquement de programmer ses plans CAPEX et elle peut regarder l'actif. Et sur l'actif, elle va le regarder selon différents axes, qui sont les axes justement ESG ou ISR. Et elle va regarder les actifs donc sur un véhicule et globalement et apporter donc cette capacité à mutualiser des actions et à les optimiser. Alors, dernière question qui n'est pas forcément la plus simple, mais je vais vous demander de répondre relativement rapidement. La biodiversité, on sait que c'est très compliqué de mettre en place des indicateurs. Il y a l'initiative BIG qui a été lancée il y a quelques jours. Voilà, comment est-ce que vous appréhendez ce champ d'action qui est éminemment complexe? Moi, à mon niveau, je fabrique des formulaires et je mets les formulaires à disposition des acteurs locaux qui peuvent nous renseigner sur le nombre de pots de miel qu'ils fabriquent sur le toit d'un immeuble. Donc, on arrive, je le dis avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, mais effectivement, c'est un des éléments encore difficiles dans cette action. C'est très complexe, oui. Damien? Oui, alors non, en fait, c'est facile. Enfin, pour moi, c'est très, très simple. Ça renvoie à la proportionnalité des mesures qu'on prend. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que sur chacun des critères, tout le monde ait une action maximale. Ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'enjeux. On ne va pas dire que chaque actif doit traiter l'ensemble des enjeux. Et donc, il est très important de faire l'analyse première qui est de dire quels sont mes enjeux, sur quoi je vais avoir un levier et sur quoi j'agis. La biodiversité, c'est une cause collective, donc on s'attend à ce que tout le monde fasse quelque chose, mais on ne s'attend pas à ce que tout le monde fasse quelque chose à la même hauteur. Et donc, évidemment que sur un site logistique, on va pouvoir faire des choses extraordinaires et que sur un immeuble haussmannien au cœur de Paris, on va faire moins de choses. Pour autant, on peut quand même faire des choses, mais ça sera évidemment un petit peu moins impactant au sens large. Et donc, on va plutôt faire des choses de sensibilisation, des choses de tout petit impact, mais ce n'est pas grave parce qu'on participe quand même à une montée en une prise de conscience collective et du coup à des leviers collectifs. Voilà. Nous, très rapidement, concrètement, on fait deux choses. Surtout nos immeubles qui ont la chance d'avoir des espaces verts, on est passé en gestion durable, zéro phyto, des espèces locales, indigènes, moins d'eau, moins de tonte, etc. Et puis, sur toutes nos opérations de restructuration ou sur nos opérations neuves, on calcule un CBS, un coefficient de biotope par surface, et on demande à ce que l'opération de restructuration ou de rénovation augmente ce coefficient de biotope par surface, qui ne se contente pas de prendre une empreinte au sol, mais qui prend en compte toutes les surfaces végétalisées, y compris les façades, les toitures, etc. Donc, ce sont effectivement des petites actions, mais qui, je pense, ont leur importance. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de notre webinaire. Je vous remercie beaucoup, Damien, Virginie, Michel, pour à la fois la qualité de vos présentations et vos réponses. C'est un thème sur lequel on pourrait passer, comme le disait Virginie, toute la journée, voire quelques jours. Et donc, on y reviendra dans le cadre de futurs webinaires. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très bonne suite de journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.